Monsieur le surintendant Fouquet devrait m'expliquer comment l'État s'y prend pour dépenser encore plus quand il est déjà endetté jusqu'au cou. Le surintendant te dirait que le commun des mortels couvert de dettes va en prison, mais que l'État, même s'il est endetté jusqu'au cou, creuse la dette. Pourtant, il nous faut de l'argent. Comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? On en crée d'autres. On ne peut pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. Non. Les riches, alors? Les riches non plus, qui ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Alors comment fait-on? Ah, Colbert, tu raisonnes comme un fromage. Il y a quantité de gens qui ne sont ni pauvres ni riches. Des Français qui travaillent en redoutant d'être pauvres et en rêvant d'être riches. C'est ceux-là que nous allons taxer. Trait du diable rouge. Il y a Mélenchon et qu'il faut donner un petit peu dégagé. Et donc on se retrouve avec un merdier derrière et qui discrédite après les politiques parce qu'on se dit on fait des promesses, ils ne peuvent pas les tenir. Donc je pense que déjà notre système d'élection de président de la République au suffrage universel, que moi je n'approuve pas, mais qui en plus avec des médias extrêmement rapides, extrêmement présents, rend la machine impossible. Et deuxièmement, il y a une partie du pays, à droite comme à gauche d'ailleurs, qui n'a absolument pas de culture économique. La plupart de nos élites sont plutôt des technocrates colbertistes que des économistes. On a eu 2 économistes sur la scène politique française, qui étaient Raymond Barre et DSK. Les autres, c'est des cours des comptes, des inspecteurs des finances, mais ce ne sont pas des économistes. C'est-à-dire des gens qui apprennent le fonctionnement de telle ou telle méthode pour faire un budget, gérer l'État. Mais ce n'est pas vraiment des gens qui réfléchissent à la matière économique. Et donc, on a une vision un peu à courte vue. Et puis, l'endroit où, se disant, on fait de l'économie en France, c'est Bercy. Et pour moi, Bercy est quand même un repère de technocrates qui n'ont pas de vision et ils ne savent pas expliquer une politique économique. Voilà, en 2 choses, notre système et la formation de nos élites. Vous partagez cette analyse, Christophe Barbier? Complètement. Et s'il faut ajouter 2-3 éléments, les politiques souvent gouvernent au sondage. Souvent, les réformes ne doivent pas être populaires pour être efficaces. Si elles ne sont pas populaires, elles ne plaisent pas au sondage. Et donc, on se retrouve avec une contradiction. Et puis, il y a un problème de formation. Au-delà des économistes qui manquent dans les équipes gouvernementales, il y a aussi la culture d'entreprise qui manque. Puisqu'on voit bien que dans la crise que traverse l'Occident depuis longtemps, c'est par les entreprises que la croissance peut revenir. C'est par cette culture de l'entreprise qu'on peut recréer des emplois. Il y a trop peu de personnels politiques qui sont passés par l'entreprise. Le seul au gouvernement, c'est Vincent Peillon, parce qu'à 20 ans, il a créé une entreprise d'importation de saumon fumé, dont on n'a pas vu qu'elle avait marqué l'histoire de la gastronomie. Raison, hein. Mais bon, c'était bien. Cahuzac, que citait Guylaine, lui a dirigé une clinique, donc on peut se penser qu'il a eu un peu de gestion, mais enfin, on n'est pas non plus dans l'économie privée quand on dirige un établissement de santé. Sinon, 0. Et au Parlement, on publie les chiffres cette semaine dans le journal, 5% de députés issus de l'entreprise, 43% aux États-Unis, 25% en Grande-Bretagne. La culture d'entreprise parmi les décideurs politiques, c'est 0. Je ne comprends pas. Vous voulez que le chef de l'État soit Jacques-Antoine Grandjean, président de venteprivée.com, 1,3 milliard de chiffre d'affaires et élu capitaliste de l'année? Non, parce qu'on aura l'excès inverse. On aura quelqu'un qui n'aura pas la culture de l'État, qui n'aura pas fait l'ENA, qui ne connaîtra pas l'administration et qui se prendra les pieds dans le tapis de l'administration. Mais il serait bon que les politiques eussent appris la culture de l'entreprise au cours de leur formation. Il n'y a pas de règle générale. Thierry Breton a été un bon ministre des Finances, je crois, et Francis Maire a été un mauvais ministre des Finances. Il n'y a pas de recette. S'il s'agissait simplement de prendre le bureau du MEDEF et de le mettre au gouvernement pour régler tous nos problèmes, il suffirait de le faire. Non, bien entendu, ça ne suffirait pas. Mais on est quand même avec un balancier qui est allé beaucoup trop loin du côté de la culture démocratique. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que l'un et l'autre, vous me dites à un moment, il y a un manque de culture économique et au bout du compte, ça revient à dire, finalement, on a la classe politique qui nous ressemble. Parce que c'est généralement quelque chose qu'on reproche aux Français et même aux journalistes, d'ailleurs. Qui ressemble un peu à notre PIB. C'est vrai qu'une grande partie de la croissance du PIB de ce pays, c'est les dépenses publiques. On aime bien se réfugier dans les bras de l'État dès qu'il y a un problème à régler. On a cette culture-là qui est jacobine. Donc en effet, elle en est le reflet. Cynthia Fleury, alors je vous arrête parce qu'on voit tous la référence, pardonnez-moi, alors je fais un petit rétropédalage. On voit tous la référence, c'est la 2e fois dans l'émission au colbertisme, et en gros, on se dit c'est des gars derrière un bureau qui ont une vision une fois pour toutes, parce qu'ils sont très intelligents et qui savent comment, en pointant des chiffres, on organise. Ça veut dire quoi quand on taxe? Je recommande à tout le monde de lire Fouquet, Le Soleil du Roi par Paul Morand, qui est l'histoire de Fouquet contre
contre Colbert. Fouquet a tout inventé. C'est un peu un voyou qui pique dans la caisse, il ne sait pas ce qu'est l'État. Mais c'est lui qui a tout inventé. Les banques, les tapisseries qui arrivent, qui disent non, tout ça, c'est l'État. Je caricature à peine. Oui. Hein. Mais voilà, je nationalise, mais après, par derrière, je fais fortune aussi. Quoi. Oui. Bon, moi, on s'est arrêté un peu trop à Colbert, Augustin, etc. Hein, mais l'État seul est garant, c'est l'État qui sait faire, c'est l'État qui a une vision à long terme, et on n'a aucune vision du marché. La phrase typique, c'est Montebourg, la ligne jaune, c'est la fermeture d'une usine. Bon, je sais pas, il y a des usines qu'il faut fermer, il y en a qu'il ne faut pas fermer. Je veux dire, il n'y a pas de ligne jaune. Ou alors on nie le capitalisme. Le capitalisme, c'est gagner de l'argent et c'est destruction, création. Mais il faut qu'il y ait de la création. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la destruction. Mais on reste quand même sur des visions très figées, de plans à long terme, etc. Voilà. Est-ce que la philosophe s'intéresse à l'économie? Là, ça devient compliqué. Parce qu'il faut manier et compétences et désintéressement. D'une certaine manière, le moins intéressé par le pouvoir sera le plus garant des intérêts de tous. Bon, alors donc là, c'est compliqué, puisqu'on ne peut pas aller vers une compétence d'expertise. On est obligé d'aller vers une compétence holiste, écosystémique, c'est-à-dire une compétence qui fait le lien, qui est interdisciplinaire. Le politique retrouve sa marque, sa marge de manœuvre. Vous allez bientôt nous dire, votez pour le seul qui ne veut pas être élu. En France, il y a toujours l'idée, ça remonte à l'idée révolutionnaire de la vertu, qui puise moins dans l'histoire, y compris dans la philosophie grecque, que les intérêts particuliers sont par nature frappés d'illégitimité. Et que donc il faut que quelque chose s'extrait au-dessus de la masse. Cette chose, c'est l'État en majesté, rayonnant, qui lui sait. Et le savoir de l'État est entré en résonance avec le pouvoir de l'énarchie pour créer cette relation très particulière que les Français entretiennent à l'État, qui est un mélange de vénération et d'exécration. De même façon que ce pays monarchiste a coupé la tête du roi, il est balance en permanence entre la vénération et l'exécration d'un pouvoir dont il attend beaucoup et dont il est toujours déçu. Ça veut dire, Claude Veil, que chez nous, le pouvoir décide plus qu'il n'arbitre? Il décide, il est supposé décider. Et que nous formons par ailleurs des administrateurs qui ne sont pas forcément des dirigeants. Il décide absolument, mais dans un champ de contestation qui tient à s'exprimer aussi. Ce n'est pas une délégation simple. On ne dit pas à l'État de décider à notre place. On entend avoir son mot à dire jusqu'au bout. Je voudrais juste faire un détour par le vocabulaire qui me paraît passionnant. Oui. En France, vous l'avez employé le mot, on appelle ça le pouvoir. C'est une chose incompréhensible dans les autres démocraties. Aux États-Unis, quand vous dites power, ça veut dire le gaz et l'électricité. Ça veut dire l'énergie qui fait tourner le moteur. Oui. En Espagne, poder, c'est l'apanage de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a du pouvoir. En France, on confond l'administration et le pouvoir. Voilà une vision quasi jupitérienne du rôle de l'État central. Ça veut dire qu'on attend trop de lui? J'en suis convaincu. D'où le cycle vénération-détestation dans lequel nous sommes entrés depuis, en gros, 81 et même au-delà. J'ai eu la curiosité de regarder aujourd'hui dans le dernier baromètre Figaro Magazine qui vient de sortir, la cote de popularité de François Hollande. Alors évidemment, elle est basse, mais elle est rigoureusement parallèle à celle de tous ses prédécesseurs. Tous ont perdu 20 points dans les 9 premiers mois. C'est-à-dire que tous sont arrivés auréolés du prestige de l'onction du suffrage universel et de l'espoir de la page blanche, l'ardoise magique des gosses. Vous savez, tous les 5 ans, on efface l'ardoise et on va pouvoir écrire autre chose à la place. Un palimpseste démocratique. Et puis, au bout de quelques mois, on dit finalement, ça n'a pas tellement changé. Encore un qui s'est payé notre tête. On guillotine en douceur. Moi, je trouve qu'on a perdu très bien. La Matignon est tout le temps circuité par l'Élysée qui décide de se servir de tel dossier, de tel sujet, etc. Donc, un exercice solitaire du pouvoir de manière assez étatique, colbertiste, imposé d'en haut, et pas du tout ce leadership qui consiste à expliquer et conduire les gens vers une direction. Et parce que je pense que dans l'exercice du pouvoir, il y a effectivement les compétences économiques, scientifiques, etc. Mais il y a aussi la dimension psychologique et historique. Et elle ne s'exerce pas souvent dans notre pays. Je trouve que la psychologie... Souvenez-vous d'Alain Juppé, qui était sans doute quelqu'un d'extrêmement brillant, qui était le meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac, et qui a fait, il a fait en sorte que toutes ces réformes aboutissent nulle part et qu'il y ait une dissolution qui fasse perdre le pouvoir à la droite. Donc on peut avoir des gens extrêmement intelligents dans notre système de méritocratie républicaine, mais des gens qui ne savent pas exercer le pouvoir parce que je pense qu'il manque des dimensions dans la formation de nos élites et
que le système qu'on a est beaucoup trop solitaire. Les démocraties parlementaires... Ils manifestaient hier devant le ministère du Travail, Sanofi, Peugeot, Virgin ou encore Goodyear. Tous ces salariés venus rappeler au gouvernement les promesses électorales de François Hollande. Tous réclament notamment l'interdiction des licenciements boursiers, une déception à l'image des espoirs soulevés pendant la campagne et confirmée par le ministère du redressement productif confié à Arnaud Montebourg. Question, faute de pouvoir interdire les licenciements, faut-il interdire les promesses électorales? Parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que ça continue. C'est-à-dire qu'après l'élection présidentielle, et une fois qu'on avait battu celui qui était présenté comme l'incarnation de cette politique, et bien que la même orientation continue. Consternation, désillusion. Fini la lune de miel entre François Hollande et son électorat de gauche. L'histoire, pourtant, avait bien débuté. Je viens donc devant vous prendre des engagements, avec toute la responsabilité nécessaire. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Les salariés y croient. D'autant plus qu'au début du quinquennat, Arnaud Montebourg monte au créneau. Dossier emblématique s'il en est, le cas Florange. Problème des hauts. Alors le changement c'est maintenant? Pas vraiment. Car très vite, Jean-Marc Ayrault désavoue son ministre. La nationalisation, c'est-à-dire l'expropriation par nécessité publique, peut certes être nécessaire dans des circonstances historiques particulières ou pour sauvegarder des intérêts supérieurs de la nation. Mais elle n'est pas efficace face à un problème de débouché pour une entreprise ou face à un problème de compétitivité. On voit bien qu'il manque d'avoir été trahi. Douche froide. Une fois encore, l'exercice du pouvoir met à mal les promesses de campagne. Et pas seulement dans le domaine industriel. Un énorme décalage, pour ne pas dire une contradiction qui me choque, entre les engagements du gouvernement sur la transition énergétique et donc la sortie finalement progressive du nucléaire, le développement des énergies renouvelables. J'aurais préféré que l'on installe un fonds de soutien aux énergies alternatives. Ce n'est pas le cas. On a préféré d'ailleurs sur l'ancien gouvernement casser la filière solaire et affaiblir la filière éolienne. Que M. Montebourg continue comme ça et les écologistes ne resteront pas longtemps à ses côtés. Le mandat impératif, c'est-à-dire que l'élu n'est pas obligé d'appliquer à la lettre la liste des propositions que les électeurs ont validées. Il y a derrière la souplesse démocratique, le libre arbitre et la possibilité pour le pouvoir de changer de ligne. Un exemple tout simple, Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu pour réformer les retraites. En 2009, il a considéré qu'il fallait faire une réforme des retraites puissante, rapide, et ça a donné une contestation dans la rue, puisqu'il n'avait pas pu avoir lieu, elle n'avait pas pu être arbitraire pour tous. Eh bien, la PMA a essayé d'être ajoutée par les députés socialistes, représentants de la nation, et avant la politique. Et la politique, c'est quoi? C'est du compromis. Et je pense que dans le compromis, on retrouve des racines... Et la conscience d'être maître de leur destin et que les choses sont possibles. Il n'y aurait rien de pire que de dire au peuple, vous allez voter, mais vous fatiguez pas trop, il ne changera pas grand-chose, et de toute façon, les gens que vous allez élire n'auront que peu de marge de manœuvre. Et ça, c'est la désespérance démocratique, et ça finit toujours mal. Mais l'autre versant de ce pacte démocratique, c'est l'illusionnisme. Et c'est vrai que tous nos hommes politiques sont peu ou prou des illusionnistes, parce que je crois qu'eux-mêmes sont pris, même s'ils n'en sont pas conscients, dans une espèce d'ébriété démocratique. Si j'étais président, on est tous comme ça, si j'étais président, moi président de la République, je vous assure que la France serait parfaitement heureuse, il n'y aurait plus de chômeurs, il y aurait plus... Mais après on se heurte au réel, pourquoi? Parce que la circonscription... Déjà, ça c'est lourd. Ensuite, on a fait de la démocratie, on a fait une nouvelle providence. Et qui d'ailleurs atterrit... d'un président normal, c'est-à-dire d'un président qui ne fait plus le salut des gens, parce qu'on mélange les mots, on entend sauver, on pense salut, et alors qu'en fait les gens ils veulent surtout le sauvetage, c'est-à-dire ne pas mourir de faim et avoir un boulot. Et Hollande essaye de les ramener dans l'âge réel, dans l'âge du pragmatisme à travers cette social-démocratie. Pas au sens, ça n'a pas de résultat, la crise est toujours là, il y a toujours plus de chômeurs. Si à la fin de l'année ça baisse et que dans les 2 ans qui viennent on sort de la crise... d'ingénierie. Créditons les hommes politiques de bonne volonté. S'ils pouvaient éliminer le chômage ou la pauvreté, je vous assure qu'ils le feraient parce qu'ils s'assuraient leur réélection pour des générations.
En revanche, quand vous lisez année après année les rapports de la Cour des comptes, vous voyez très bien comment les politiques publiques deviennent progressivement de moins en moins efficaces. Nous consacrons énormément d'argent au logement social et ça marche assez mal. Nous avons toujours autant ou beaucoup trop de mal logés. Nous formation professionnelle, elle profite très peu à ceux à qui elle est théoriquement le plus destinée, c'est-à-dire les gens qui sont entrés dans la carrière avec une formation insuffisante. Un rendement décroissant, que dénonce régulièrement la Cour des comptes. Peut-être qu'il faudrait... Pourquoi ça s'est cassé depuis quelques années? Pourquoi la France, aujourd'hui, est le pays le plus anticapitaliste du monde, le pays où le profit, la classe dirigeante en général, question de la confiance politique et économique, est aussi profondément rejetée par inspirée socialement. Oui. Et je trouve ça très très juste. C'est vrai que la France n'a pas de...